Bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Moi, je vais vous parler de l'intérêt de la biologie moléculaire dans le diagnostic médical et on va voir un petit peu feuilleter les différents paramètres qui vont être intéressants, notamment à mettre en place et à développer pour la PCR en temps réel, qui est une solution de diagnostic moléculaire aujourd'hui. Je vais simplement faire une petite introduction. Donc, dans le domaine de la génétique et du diagnostic moléculaire, on voit qu'il y a une évolution qui est basée sur l'analyse de l'ADN, que ce soit l'ADN microbiologique, ça va être viral ou bactérien, ou l'ADN génétique en fait, de l'être humain, qui va nous renseigner sur différents éléments et qui va nous permettre de développer différentes analyses et différentes approches. Donc nous avons en fait dans ce cadre une solution qui est simplement d'analyser grâce à des systèmes d'extraction d'ADN, d'acide nucléique et d'amplification, tout type d'ADN disponible dans la matrice de départ. Nous allons simplement vous rappeler très rapidement de quoi il s'agit. En fait, la première chose consiste à extraire de l'ADN à partir d'une matrice qu'on est en train d'analyser, qui peut être de type humain, ça peut être une culture, ça peut être différents types de matrices de départ, et qui vont nous permettre d'être analysés grâce à une amplification génétique, c'est-à-dire amplifier le matériel génétique que nous avons obtenu, et nous allons par la suite pouvoir l'analyser grâce à des séquences qui vont être spécifiques à différents types de paramètres que nous allons voir ensemble dans cette présentation. Donc les applications du diagnostic moléculaire peuvent être une caractérisation d'une maladie, un dépistage de la population, ça peut être dans le cadre de la pharmacogénétique, ça peut être un traitement d'une maladie pour définir en fait quel type de traitement va être adapté à une maladie bien précise. Et nous avons une panoplie de possibilités qui concernent aussi bien les maladies sexuellement transmissibles, les résistances dont le professeur Zerouel a parlé à l'instant et qui sont très importantes, qui font partie des problèmes du siècle aujourd'hui que nous devons résoudre en fait par le fait simplement de bien choisir, bien prescrire et donner les bons antibiotiques au bon moment pour éviter les résistances qui sont très importantes à éviter dans le cadre d'un traitement. Et bien sûr, ça peut toucher les maladies respiratoires, les maladies gastriques, la génétique et la cancérologie, donc l'oncologie en général. Pour les applications, ce qui est le plus connu aujourd'hui, c'est notamment les charges virales. Donc charge virale hépatite B, hépatite C, HIV. Il s'agit en fait simplement de définir la quantité d'ADN d'hépatite ou d'acide nucléique en fait simplement présent chez le patient pour pouvoir lui donner un traitement qui est adapté. Donc la PCR aujourd'hui, c'est la seule solution qui existe et qui nous permet une quantification de la charge virale, que ce soit de l'hépatite B, de l'hépatite C ou de l'HIV, pour pouvoir donner un traitement qui est adapté, parce qu'il y a des traitements qui peuvent changer en fonction de la charge virale. Et c'est très important d'avoir des seuils qui sont adaptés pour une sensibilité qui est bonne et qui peuvent détecter les différents types de génotypes. J'en prends aujourd'hui l'exemple le plus simple, c'est les hépatites C. On sait qu'en fonction du génotype, il y a des traitements qui peuvent être différents, surtout en termes de durée. On prescrit parfois 12 semaines de traitement, parfois 24. Ça vaut également pour les hépatites B. Le but étant simplement de réduire cette charge virale et de la rendre indétectable, en fait, simplement. Donc on a besoin de cette solution, notamment de la PCR en temps réel, donc de la biologie moléculaire, pour pouvoir quantifier et pouvoir suivre le patient avec le bon traitement jusqu'à rendre cette charge virale indétectable. Il y a également les génotypages. Donc on peut faire un génotypage, ça vaut pour les hépatites C notamment, ça vaut pour le HIV, puisque le génotype définit le type de traitement à prendre. Et donc c'est important de bien définir de quel génotype il s'agit et quelle charge virale nous avons pour pouvoir aller plus loin dans le traitement.
Il y a également tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles. On a vu que dans le cadre de PMA, notamment de procréation médicalement assistée, dans le cadre de FIV, en fait, de fécondation in vitro, on a besoin de connaître, comme pour le microbiote intestinal, on a besoin d'avoir une idée sur la flore génitale pour pouvoir identifier les paramètres qui peuvent nous gêner, qui peuvent faire en sorte qu'on ait des échecs, en fait, simplement de procréation médicalement assistée. Et les techniques aujourd'hui qui ont été analysées et comparées par rapport à d'autres méthodologies ont révélé simplement que pour les chlamydia trachomatis, nous avons un seuil de sensibilité qui est largement supérieur avec la PCR en temps réel. Ça vaut également pour des germes qui sont parfois difficilement cultivables. C'est le cas des Neisseria gonorrhoeae, par exemple, des mycoplasmes, que ce soit le mycoplasme genitalium, ureaplasma ou hominis. Et là aussi, il faut qu'on ait une vision globale parce qu'il y a une flore, notamment une flore vaginale, qui est présente de façon naturelle à des taux variables. Mais il faut avoir une idée sur la balance, sur l'équilibre existant pour pouvoir éliminer notamment les chlamydia, éliminer les gonos, éliminer les mycoplasmes et pouvoir passer à une étape de PMA, de procréation médicalement assistée, dans des conditions optimales, sachant qu'on connaît tous en fait l'importance de cet acte-là et l'importance d'y aller avec le maximum de chances et le maximum de chances de réussite dans ce cadre. Donc, nous avons des solutions aujourd'hui pour détecter avec des tests non invasifs. Ça peut être un simple jet urinaire, le premier jet par exemple. Ça peut être des écouvillons, le sperme. Tout ça nous permet de vérifier la bonne qualité de l'échantillon pour pouvoir aller vers des manipulations par la suite. Donc tout ça est disponible et nous permet de détecter au bout de 3 heures, très rapidement, de façon très fiable, la qualité de nos échantillons. Il y a également le problème du BK. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de foyers et on découvre en fait, du fait que cette bactérie-là, c'est une bactérie qui a un pouvoir mutagène qui est très important. Elle arrive à muter, à résister à différentes conditions pour être toujours là. Et notre rôle, c'est justement de l'identifier et de la détecter très rapidement. Et le souci, c'est que ça peut être dans différents types d'échantillons. Parce qu'on a le mycobacterium qui peut être placé dans un foyer pulmonaire ou extrapulmonaire. Donc ça implique des analyses qui peuvent varier en fonction de la matrice. On parle de liquide broncho-alvéolaire, on parle de crachat, mais on parle également de ponction, de biopsie, de pus, donc des urines. Donc il faut absolument qu'on arrive à détecter le BK, quel que soit le type de la matrice que nous avons. Et là, les solutions qui existent aujourd'hui sont un petit peu limitées. On a la culture, l'examen direct. La culture, malheureusement, elle prend du temps et ça nécessite parfois, dans l'urgence, un temps considérable et on n'a pas tellement ce temps-là pour attendre parfois plusieurs mois, plusieurs semaines pour avoir un résultat. Donc on vient avec une solution, notamment en diagnostic moléculaire, pour essayer de détecter très rapidement la présence ou pas de ce BK. Et une fois qu'on a une positivité, il n'y a plus de questions à se poser puisqu'on a une spécificité qui est de 100%. C'est-à-dire que lorsqu'on a un patient qui arrive avec une suspicion, si on arrive à détecter avec la PCR, on a déjà réglé le problème, on n'a plus d'attente à avoir et on n'a plus de culture à faire. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a des résistances. Là aussi, le professeur Zelwal en a très bien parlé. Les résistances, ça pose un souci parce que si on trouve le BK et qu'on le traite mal ou qu'on le traite avec les mauvais antibiotiques, ben, ça ne va pas donner grand-chose et au contraire, ça va renforcer le BK dans son pouvoir mutagène et ça va faire qu'on va avoir des retards en fait, de traitement, voire des résistances très complexes après à éliminer. Avec des changements de foyer, ben, il va aller dans d'autres sites, dans d'autres foyers et on va avoir des problèmes pour l'éliminer. Donc il est important d'utiliser simplement la stratégie de l'entonnoir, en fait, c'est qu'on fait une première analyse, déjà de présence ou pas de BK. Une fois qu'on a une présence de BK, on passe vers l'analyse de résistance et le diagnostic moléculaire nous permet aujourd'hui de faire ce genre d'analyse. Par la suite, on a d'autres
paramètres tels que le papillomavirus. Le papillomavirus à haut risque qui peut provoquer des cancers du col de l'utérus et qui doit être diagnostiqué de façon très précise. Il ne suffit pas de dire qu'on a du HPV, il ne suffit pas de dire qu'on a des lésions, il faut savoir est-ce que le papillomavirus qui est à l'origine de ces lésions-là est bien présent dans l'échantillon ou pas. Est-ce que nous l'avons à cet instant T ou est-ce qu'on va encore traiter pour rien ou est-ce qu'on va traiter pour avoir des résistances en plus. Donc ça c'est important d'avoir le bon outil, l'outil qu'il faut pour pouvoir analyser la qualité de l'échantillon à cet instant T et non pas avec des analyses qui peuvent être, on va dire, dépassées en termes de temps. C'est-à-dire que l'analyse, le papillomavirus a disparu et on continue à traiter alors qu'il n'y a pas de virus oncogène. Et donc là, on a des solutions pour pouvoir détecter les 24 oncogènes les plus connus aujourd'hui. C'est un kit qui est mis à jour selon les normes de l'OMS. Et on connaît maintenant 24 hauts risques que nous pouvons détecter très rapidement à partir d'un simple écouvillon. On a également d'autres problématiques qui concernent la gastro. On a parlé tout à l'heure de la microbiote intestinale. Le H. pylori, justement, l'Helicobacter pylori. Nous avons différentes solutions. On travaille avec la sérologie. Avant, on avait des détections qui nous permettaient de dire oui, j'ai encore une réaction immunitaire par rapport à cette bactérie-là. Mais le problème, c'est qu'on garde toujours une mémoire immunitaire qui fait que c'est parfois dépassé. Parfois, la bactérie, elle est aussi présente en tant que dans notre flore intestinale, sans avoir un effet néfaste. Et elle est là en petite quantité, en faible dose, comme mémoire, en fait, simplement pour nous dire que on connaît cette bactérie, etc. Donc, il ne suffit pas de la détecter, mais encore une fois, il faut la détecter au bon moment. Il faut la détecter à l'instant T, là où on fait l'analyse, au moment où on a le souci. Et donc là, on vient avec une solution pour pouvoir analyser les selles directement, donc c'est un test non invasif, à partir de selles ou à partir de biopsies, quand on a des fibroscopies qui ont été faites, on peut détecter la présence ou pas d'Helicobacter et ça nous libère de résistance, encore une fois, de traitement qui va aller parfois dans tous les sens parce qu'on n'arrive pas à éliminer complètement cette bactérie. Donc, du fait de la présence de ce test-là, on peut avoir l'assurance d'un test non invasif et à partir de selles ou à partir de biopsies. Et là, vous voyez un petit peu les différentes comparaisons parce qu'on parle de breath test notamment, de tests à l'urée. Il y a des limites parfois chez les enfants à cause du taux qui est différent, chez les femmes enceintes, etc. On n'a pas ces limites-là avec la PCR puisqu'on fait les analyses à partir de selles et on a l'assurance d'avoir une détection immédiate pour ce paramètre-là. En plus, on peut faire les résistances, c'est-à-dire on peut détecter quelle souche nous avons. Et s'il y a des résistances pour la clarithromycine notamment, on peut savoir que ce n'est pas ce traitement-là qu'il faut donner, ça sera autre chose. Et là aussi, on évite les résistances. J'insiste sur ce point parce que c'est un des problèmes majeurs que nous allons rencontrer. Et franchement, on n'a pas tellement de solutions pour créer d'autres antibiotiques. Et une fois qu'on arrive à la limite, on ne peut plus rien faire. Et donc, autant donner les antibiotiques au bon moment et à la bonne dose et pour la bonne durée. Il y a également les facteurs génétiques. Donc là, on est sur notamment le HLA-B27 qui est associé à des maladies immunitaires telles que la spondyloarthropathie, tout ce qui est donc problème d'arthrite. Et donc là, on va avoir une détection génomique qui se fait une seule fois dans la vie. Donc on n'aura pas à refaire ce test puisque ce n'est pas un pathogène qu'on détecte. On est en train de voir qu'est-ce qu'on porte comme patrimoine génétique. Est-ce qu'on a cette mutation-là qui va être impliquée dans différentes pathologies ou pas. Donc ça nous permet d'orienter encore une fois le patient vers le bon traitement et vers la bonne prise en charge. La biologie moléculaire, réellement, c'est un outil de plus qui vient nous donner des possibilités par rapport à ce que nous avons comme technique d'analyse aujourd'hui dans un laboratoire. Mais il faut être conscient de l'intérêt de cette technique-là et dans quel cadre nous pouvons l'utiliser pour pouvoir orienter les patients et gagner du temps pour la prise en charge, en fait. Donc, dans le même cadre, il y a le facteur 5 Leiden, il y a le facteur 2 de prothrombine. Donc là, pareil, on arrive à détecter ces deux facteurs qui sont impliqués dans la résistance à la protéine C activée
et on arrive à les détecter avec un résultat qui peut nous donner une indication si on a un porteur de cette mutation-là ou pas, qui va être impliqué dans différentes pathologies également. Il y a d'autres analyses, on a parlé tout à l'heure de la PMA, ben justement il y a des analyses qui concernent les microdélétions de chromosome Y. Parfois on a des patients qui arrivent avec des résultats d'azospermie où la chance de paternité semble compromise, mais réellement il y a encore des possibilités. Il y a des techniques comme l'ICSI aujourd'hui qui nous permet, grâce à une analyse moléculaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter là, on va faire cette analyse d'AZF, c'est les microdélétions, pour voir à quel niveau nous avons des délétions en fait, au niveau du chromosome Y. Et en fonction de la zone, on saura si on peut aller encore vers une autre technique qui est l'ICSI pour essayer de donner une autre chance de paternité aux patients. Et donc ça, c'est important. Une azospermie ne veut pas dire arrêt de la procréation médicalement assistée, mais plutôt d'autres alternatives que nous devons vérifier et contrôler. Et on a la chance d'avoir cette possibilité-là. Il y a d'autres choses qui concernent la pédiatrie, notamment la maladie cœliaque. C'est des prédispositions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sûr que la maladie cœliaque peut être héréditaire. On est sûr également qu'elle peut être asymptomatique et on a parfois des difficultés à l'analyser puisque ça peut être parfois une confusion avec des allergies, avec un jeune âge du patient, enfin de l'enfant qui ne va pas pouvoir s'exprimer de façon totalement claire, etc. Donc on peut faire une analyse du HLA, DQ2 et DQ8 et qui nous permet d'être sûr à 100%, en cas d'absence de ces mutations-là, ben on est sûr que ce n'est pas la maladie cœliaque, ça ne sert à rien d'insister, on va passer à autre chose. Une prédisposition implique forcément la présence de cette mutation. Ben si elle n'est pas là, ce n'est pas la maladie cœliaque, et on est sûr, on est certain que ce n'est pas ça, et on va passer à autre chose. L'avantage dans tout ce que je suis en train de décrire, dès qu'il s'agit d'un paramètre génétique, ben c'est très simple, on a besoin simplement d'un tube DTA de sang total, rien d'autre. On ne va pas faire des analyses invasives, on ne va pas demander un conditionnement spécial de transport, etc. Un simple tube DTA qui contient déjà tout le patrimoine génétique du patient et qui va nous faire toutes les analyses relatives à l'aspect génétique, en fait, que ce soit pour le HLA, pour les facteurs 5, pour la ZF ou pour la maladie cœliaque. Donc, une simple orientation, donc simplement pour que vous ayez cette possibilité-là, que vous sachiez qu'il y a ces possibilités-là grâce à la biologie moléculaire. Une fois que c'est négatif, on est sûr à 100% que c'est négatif et on pourra passer à autre chose. Ce test-là a été inclus il y a 2 mois. Donc dans les recommandations européennes, en fait, aujourd'hui, c'est inclus pour tout ce qui est maladie cœliaque asymptomatique. Donc on s'oriente automatiquement comme première ligne vers le test de l'HLA, DQ2 et DQ8. Je vais vous parler maintenant d'approche, parce que ça évolue et nous avons des approches... Une minute. Oui, nous avons des approches syndromiques. Une approche syndromique implique simplement une vision globale, toujours dans la logique du microbiote, toujours dans la logique globale, d'avoir une vision globale de ce qu'il y a. C'est-à-dire avec un seul tube, je peux avoir un panel respiratoire, je peux avoir un panel gastrique, et je peux faire un seul test et avoir tout de suite la possibilité de voir ce qu'il y a. Je termine avec l'oncologie. Il y a différentes possibilités de tester des marqueurs comme le JAK2 pour la mutation V617F, pour la leucémie, pareil pour le BCR-ABL. Mais aujourd'hui, je profite de la dernière minute justement pour parler de quelque chose de très récent. C'est les cancers des seins et des ovaires. Aujourd'hui, on a un problème de détection précoce, parce que plus la détection est précoce, plus on arrive à avoir une prise en charge qui est rapide, un traitement qui est meilleur, un coût qui est meilleur également. C'est des choses qui doivent être prises en compte à l'échelle de stratégie nationale. Nous avons des possibilités de détecter le cancer des seins et des ovaires avant son apparition. C'est-à-dire, dès qu'on est porteur de cette mutation, on sait à quel moment on va faire les mammographies, à quel moment on va suivre. Ça vaut également pour tous les cancers, notamment le cancer de la vessie. Ça concerne les fumeurs, les chichas et tout ça. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Là, vous avez, à partir d'urine, d'un test non invasif qui permet de détecter directement la présence ou pas d'une tumeur au niveau de la vessie.
Donc là, il y a différentes possibilités. Malheureusement, on ne pourra pas tout évoquer, tellement le champ est large. Mais je pense qu'il est important de considérer cette technique-là comme un outil de plus qui peut nous aider à prendre en charge plus rapidement, à avoir des approches syndromiques, à avoir des approches précoces et éviter une prise en charge lourde pour le patient, que ce soit financièrement ou en termes de temps ou en termes psychologiques. Donc pour conclure, les techniques moléculaires nous permettent de gagner du temps, de la fiabilité, une sensibilité maximale, des approches nouvelles avec une réduction des résistances, une prise en charge rapide et un dépistage précoce qui peut être une solution à pas mal de soucis, notamment en cancérologie. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition.